Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec l'outillage et les plateformes de Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, très bien. Et puis, on va pouvoir ajouter avec les technologies AI de Microsoft bientôt, là. Oui, on arrive là. On est rendu dans... Bienvenue dans le 21e siècle. Très rapidement à part ça, on saute à pieds joints. Et moi, je trouve quand même intéressant de c'est ainsi le parallèle que les gens font avec les années 20, 1920, 1930, les fameuses... il y a eu... en tout cas, les gens font beaucoup de parallèles sur les essors économiques, la crise économique, en tout cas, sur les difficultés qu'on peut vivre aussi au niveau de... Donc, je ne sais pas si le parallèle est si réaliste que ça, mais bon. La seule parallèle qui est sûre, c'est qu'on est dans les années 2020 et il y a 100 ans, ils étaient dans les années 1920. Il y a 100 ans, ils venaient de finir la grippe, la fameuse grippe espagnole, 1918. Donc, bon, peut-être là, ça arrête le parallèle. Le parallèle. Hey, Guy, moi, je suis tellement content d'avoir notre invité autour du micro avec nous aujourd'hui, Benjamin Niolin. Niolin, est-ce que je le prononce correct, Benjamin? Parfaitement, enfin, bonjour. Ouais. Salut. Benjamin, que Guy et moi, on connaît depuis au moins 11 ans. Plus que ça, je pense. Parce que, comme nous deux, t'as fait le parcours pendant de nombreuses années des conférenciers qui vont à chaque conférence parce que boy. Ouais, ça nous rajeunit pas, mais parce que pendant de nombreuses années, tu as fait de nombreuses conférences, toujours autour de la technologie SharePoint, Microsoft. Oui, oui, exactement. Ça a vraiment été un grand focus sur SharePoint. Tout ce qui est productivité, et aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus large avec Microsoft 365, of course. Oui, tout à fait. Et ça fait quoi, 11 ans maintenant que tu es chez GSoft, la compagnie qui fabrique le produit ShareGate? Oui, exact. 11 ans. En fait, je pense ce mois-ci, il y a 11 ans ou même 12 ans, je les ai rencontrés à une conférence, le SharePoint Conference à Anaheim. Et puis, ça a cliqué. Et puis, me voilà 11 ans plus tard, encore chez GSoft, mais avec toujours de beaux défis, bien sûr. Ouais, parce que là, ton rôle a changé. Mais moi, je me souviens que dans les premières années, t'avais un peu la job de rêve pour beaucoup de gens qui aiment faire des conférences parce que, principalement, ce que tu faisais, c'est que tu te promenais à travers la planète et tu répandais la bonne nouvelle. Bon, tu donnais de l'information sur les outillages SharePoint, mais en même temps, avec le chapeau, nous, on a un produit qui s'appelle ShareGate. C'était ça ta job là, pendant de nombreuses années. Absolument. Je suis très chanceux d'avoir pu faire ça, d'avoir vu vraiment le monde. Je pense pas le monde entier, mais j'ai pu beaucoup voyager là où justement on pouvait aller en conférence pour SharePoint ou Microsoft 365 et tout un parcours en fait. Ça a commencé, je te dirais, ça a commencé à Toronto, ici au Canada. Quand j'ai commencé chez GSoft, on savait pas trop qu'est-ce que j'allais faire exactement. ShareGate, il y avait 3 ou 4 employés, dont le CEO Simon. Je voyais ça, une petite conférence à Toronto, et ça s'appelait le SharePoint Saturday, donc le samedi, ça s'organisait. Et je voulais essayer d'aller prendre de parole ou être speaker, comme on dit. Mon expérience avant, je travaillais dans un centre de formation, donc j'avais déjà un peu donné des formations. Je me sentais à l'aise. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir aller. Puis bien évidemment, on m'a refusé parce que personne me connaissait. Ça ne marchait pas aussi simplement que ça. Il faut avoir montré, même s'ils donnent beaucoup de chance à des nouveaux speakers, dans ce temps-là, j'avais absolument rien fait.
Et j'arrêtais pas de les contacter pour pouvoir faire du speaking. Et finalement, j'ai dit, ben même si vous avez besoin de quelqu'un qui soit sur place pour aider, bénévolat en fait, pour juste compter l'étiquette à l'avant, moi ça me fera plaisir, je veux juste être à la conférence si possible, merci. Et ils ont dit, ben tu sais quoi, tu peux venir comme bénévolat, mais parce que t'as pas arrêté de nous demander d'être speaker, on va te donner un spot de, je pense que c'était 15 ou 25 minutes. Là. C'était même pas, c'était vraiment un tout petit spot. Mais j'étais super content. Je l'ai pas dit à personne chez Gsoft. J'ai pris mon auto. Je me suis booké mon propre hôtel que je me rappellerai toujours parce que c'était 99$ la nuit. Et c'était ça que je pouvais me payer. Fait que je suis allé tout seul. C'était un week-end. Je me suis rendu là-bas. J'ai fait la conférence. J'ai fait une session. Et tout le long de la conférence, j'ai pris des photos de tout ce qui se passait. Je suis revenu le dimanche, puis j'ai pris mon après-midi de dimanche pour écrire un blog interne de qu'est-ce que j'avais fait. Et ensuite, ben, le CEO ou Simon m'a regardé, puis il a dit, tu sais quoi? Maintenant, tu vas aux conférences. Puis c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé, finalement, à te joindre à l'équipe Gsoft. Oui, en fait, surtout à l'intérieur de l'équipe ShareGate. J'étais déjà dans Gsoft, mais j'essayais de voir un petit peu qu'est-ce que j'allais faire à l'intérieur. Il y a tellement d'opportunités. À l'époque, Gsoft, c'était une boîte de consultation. Exact. C'est comme ça que ça a commencé. Là. Ils n'ont pas dit on fait un produit puis on a des millions de dollars pour financer notre développement. Ils faisaient surtout de la consultation et c'est parce que l'histoire, je pense que c'est un gars chez vous qui a commencé comme à faire ce produit-là on the side ou c'est quoi la oui, ben en fait, ouais, je peux te raconter ça. Je suis arrivé, le produit en fait, il a été complètement jeté à la poubelle puis recommencé. Mais on va partir du début, comme on dit. Je sais même pas si c'est ça qu'on dit. Ouais. Mais Gsoft, comme tu dis, c'est parti d'une boîte de consultation qui faisait parmi d'autres choses des intranets SharePoint. Puis ce qui arrivait, c'est que on arrivait chez les clients. Ça, c'était avant moi. Puis, les clients avaient besoin de faire une migration, donc de passer d'un environnement SharePoint à un nouvel environnement SharePoint. Puis, en tant que consultant, il fallait qu'on fasse affaire avec des produits de migration. Et on regardait les prix, c'était par gigabyte, c'était compliqué, c'était juste pour des méga compagnies, c'était très cher. Puis on s'est dit, il doit y avoir une façon plus simple de migrer vers nos clients d'une place à une autre. Et donc, l'idée de partir l'outil de migration est vraiment née de faire quelque chose plus simple qu'on allait pouvoir faire avec nos clients, puis éventuellement, mais dès le départ, se dire, on pourrait peut-être faire un produit avec ça. Et la première itération, ben, on a essayé trop de choses, ça a essayé de faire plein de choses. Finalement, c'était pas le bon produit. Il a été scrappé, puis ensuite, il a été recommencé from scratch et a vraiment commencé à juste migrer des fichiers. That's it. Juste des fichiers, rien d'autre. Et de le faire comme il faut. Mais il y a une chose que vous avez eu bien du premier coup, si tu me corrigeras si je me trompe, c'est de pas décider de faire un produit serveur, mais de vraiment de faire un produit qui roule sur ton laptop, sur ton PC. Exact. Ça, c'est la chose que vous avez faite du premier coup et qui a été votre grand différenciateur. Oui, parce qu'on a toujours vraiment tripé sur tout ce qui est produit. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est SaaS, on a tous regardé les startups et ce qui se passe, mais dans le temps, on commençait à avoir un petit peu l'environnement de la technologie, puis on voyait le monde dans lequel on était, puis on s'est dit, peut-être on pourrait faire ça différemment. Amener un peu comme un vent de fraîcheur, si vous voulez, dans l'environnement de TI, mais dans l'environnement des produits de SharePoint dans ce temps-là. Donc oui, on est allé faire un produit qui s'installe sur ton PC, sur ton laptop. Tu vas être capable de rouler une migration au complet en te connectant à ton environnement, puis that's it. Et, mais Benjamin, oui? Pour une compagnie, là, pour une société là, qui son pain et le beurre, c'est la consultation, c'est la migration, de transformer son outil interne, là, qui est son gagne-pain, le revenu, en produit, il n'y avait pas un danger que, pouf, la consultation tomberait à zéro parce que là, maintenant, on vend un produit plutôt que des heures. Je dirais, ça n'a jamais été une réflexion. Il y a tellement
on tripe encore tellement sur créer du produit, faire du produit que on s'est vraiment lancé dans ça directement. La consultation, il y a tellement de choses à faire que c'est pas en ayant juste un produit qui fait la migration, donc la job de copier le fichier, que soudainement il n'y a plus la consultation. Puis on le voit aujourd'hui, on a plein de compagnies, services, conseils qui utilisent ShareGate avec leurs clients encore aujourd'hui. Donc, on ne le voyait pas comme ça, on le voyait vraiment plus sur comment est-ce qu'on pourrait faire un produit que des milliers de gens pourraient utiliser un jour pour les aider à faire quelque chose. Puis de le faire ici. C'est une vision qui est intéressante parce que compagnie avec des dirigeants qui auraient été un petit peu plus frileux, on dit non, on veut pas perdre notre créneau en consultation, donc on n'en créera pas un produit, tandis que la vision, c'était on veut créer un produit pour qu'on le vende partout sur la planète. Je vais tout donner à notre CEO Simon Debain. Justement, il a commencé ça, puis il a toujours été, encore aujourd'hui, le grand visionnaire qui se lance il voit les opportunités, puis vraiment se lance directement sur ces opportunités-là. Toujours bien calculé. Nous, on le voit parfois un peu plus tard ce qu'il voyait, mais ça c'en était un. Il y avait aucun doute. Ce qu'on voulait faire, ce qu'il voulait faire, c'est de faire du produit. Et on s'est lancé. Mais ça répondait à un besoin, c'est-à-dire la migration c'est d'une version de SharePoint à une autre. C'était compliqué? Oui, ça l'est encore si vous n'êtes pas sur Office 3, ou Microsoft 365, je devrais dire maintenant, mais c'est parce que le serveur SharePoint, ça vient avec plein de choses. Avant, on avait un serveur de fichiers, puis on avait des documents dans des répertoires, puis c'est tout. Lorsqu'on est passé à SharePoint, il y avait des listes, un petit peu comme des listes de données, avec des métadonnées. Il y avait des bibliothèques de documents, qui étaient des places pour mettre des documents, mais aussi comme des modes feuilles de données, donc avec des métadatas, métadonnées là-dessus. Il fallait garder la date de création, qui l'avait créé, qui l'avait modifié. Il y a des colonnes, il y a des processus d'automatisation, ce qu'on appelle les workflows. Il y a des pages, il y a tout plein de choses qui viennent. Et Microsoft, ce qu'il donnait souvent, c'était l'option, je veux le dire en anglais, j'ai pas le mot en français qui me vient, mais database detach attach. Donc on prenait la base de données du serveur SharePoint, on pouvait la sortir puis la plugger en fait dans le nouveau serveur. Mais qui veut vraiment prendre son ancienne base de données qui a beaucoup de vécu avec l'ancienne version d'un produit, puis la connecter à ton tout nouveau serveur? Généralement, on prend l'opportunité de faire un clean-up, d'amener seulement ce qu'on a besoin, de le partir from scratch, vraiment de partir à un nouveau serveur avec les nouvelles installations, mais pas à essayer d'amener l'ancien puis pallier la base de données qui était encore là. Donc, même encore aujourd'hui, les gens veulent un outil, ils cherchent quelque chose pour amener de la simplicité, mais surtout de la rapidité à de la migration. On n'a pas le temps on n'a pas en fait de temps à perdre de temps avec la migration. On a notre compagnie qui roule. On a besoin que les fichiers, les sites, les métadonnées soient gardés, mais qu'ils soient migrés en temps de week-end, en temps d'un mois. Donc, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très critique. Donc, il y a 11 ans, il y a une première version du produit qui est faite, puis la vision initiale, c'était pas juste le transfert des fichiers. Là. Ils aviez plein de fonctionnalités, probablement trop, parce que vous les aviez probablement pas fignolées assez. Donc, il y avait plein de fonctionnalités, mais peut-être pas à moitié faites ou à moitié vraiment finies. Et là, vous êtes refocusé. Donc, vous avez jeté le produit en disant, on recommence en focusant juste sur faisons la transition des fichiers, du contenu de la base de données vers une autre base de données. Exact. Puis c'est ma plus grande leçon en tant que en faire du produit. Puis aujourd'hui, dans mon rôle, c'est également faire le produit chez ShareGate. Et encore une fois, parfois on oublie, on essaie de tout faire, on essaie de couvrir toutes les cases à cocher, les choses vont vite, puis on se dit je vais faire un produit qui fait tout ça. Et encore aujourd'hui, je l'apprends comme on l'a appris dans le passé. Il faut choisir une chose. Puis si tu penses que ce une chose, c'est assez, il faut le casser. Puis il faut choisir une autre petite chose à l'intérieur de ça et devenir le meilleur ou les meilleurs dans cette petite chose avant de commencer à essayer de faire
tout. Et dans le temps, c'est ça, on essayait de faire de la copie, on voulait faire de la synchronisation, on voulait faire de la réplication, tout était dans le même produit en même temps, mais on faisait essentiellement rien. Donc, on l'a complètement scrappé. Puis, la seule chose que le produit faisait au début, il prenait les fichiers de ton lecteur P, puis il les amenait dans une bibliothèque de documents. Et on le vendait à 195 $. Puis, parce que là, maintenant, dans ton nouveau rôle, t'es un peu comme le chef de produit de ShareGate chez GSoft. Là, dans les 10 dernières années, là, ça fait quelques années maintenant, toi, tu penses plus la vision, l'évolution du produit. Puis la première chose que tu enseignerais peut-être à des gens qui seraient dans un rôle semblable à toi, c'est ça sert à rien de faire trop de fonctionnalités, focuser sur les bonnes fonctionnalités. Oui, ben il y a tout le temps ça dépend, comme on dit nous dans notre dans notre monde, tout dépend de tout. Quelle est la compagnie, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez construire, combien de ressources entre guillemets vous avez pour la construire, est-ce que vous pouvez aller vite, est-ce que vous voulez miser sur l'expérience ou sur la liste de fonctionnalités qu'il peut y avoir. Mais moi personnellement, avoir fait ça pendant maintenant comme à 11 ans, bien qu'évidemment au début c'était pas du tout le même rôle, mais j'étais toujours proche de l'équipe produit parce que j'avais l'expertise de Microsoft, de justement qu'est-ce qui se disait en conférence. Je l'ai ramené à l'équipe produit qui était Simon dans le temps, qui a grandi. Mais oui, c'est choisir une chose, puis la couper en deux, puis ensuite la recouper en deux, prendre cette petite chose-là dont on parle et devenir vraiment fort dans cette chose-là. Parce que c'est très rare de pouvoir attaquer plusieurs fronts. Il faut penser à l'architecture qui va passer derrière, le front-end, la technologie. On construit par-dessus Microsoft en plus, mais de façon générale, mon apprentissage, ça serait commencer avec quelque chose de petit, devenir vraiment bon là-dessus. Donc, revenons on est en 2010, 2011? 2011, ça a été la SharePoint Conference Anaheim en novembre et janvier 2012, j'étais chez GSoft. Donc, on est en 2012 et ton rôle à toi, c'est d'être un peu comme le représentant auprès de la communauté des développeurs, puis des gens qui s'occupent de l'infrastructure, des infra SharePoint. Donc, comme tu disais à l'époque, celui qui a un peu le chapeau de chef de produit, c'est le fondateur de GSoft, Simon Devine. Et ce qui vous sauve, parce que ce que je vais voir vérifier avec toi, c'est quand est-ce que tu as pu dire, on a en anglais, on dit souvent un fit to market, c'est-à-dire que un agencement entre notre produit et un marché qui est prêt à payer pour, parce que le premier client, c'était vous, qui l'utilisiez parce que vous aviez des contrats de consultation, et à côté, vous aviez aussi des revenus qui venaient du fait que vous faisiez des sites avec la technologie SharePoint. Donc, ça vous a permis de vous tenir à flot parce que jour 1, là, il n'y a pas eu comme des centaines et des milliers d'utilisateurs. Donc, ça a eu l'air de quoi de flot de dire OK, oui. Ben, on comptait les ventes puis on les célébrait à chaque fois qu'elles passaient au début. Là. Je pense que beaucoup de monde ont sûrement vécu ça ou ont passé par là en produit. Au début, on s'est dit, on était chanceux, comme vous disiez, il n'y a pas d'investisseurs externes. Il y a GSoft qui faisait la consultation. On voyait nos collègues travailler très fort en mandat, en consultation. Puis nous, on était vus un peu comme l'équipe ou les quelques personnes qui prenaient ce revenu-là qui crée un produit à côté. Donc, au début, ça a vraiment été, on se lance. Il n'y a pas on regarde qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a le product market fit, c'est on continue, on voit qu'il y avait des compétiteurs, donc il y avait des gens dans le marché qui faisaient de la migration. On savait qu'on avait la problématique nous-mêmes en tant que consultants. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas de doute sur est-ce que le marché existe ou pas. C'était est-ce qu'on avait le bon produit. Et en commençant très, 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 très petit, on était capable d'offrir une solution que même si les clients avaient ou achetaient les compétiteurs, ils nous prenaient aussi pour faire les petits jobs, parce qu'on était 195 $, ensuite, je pense 295 $, et puis on avait une solution à 395 $. Quand tu achètes un outil de migration à côté qui est quand même 100 000, 200 000 $, ben, le petit 195 $, pour qu'il va t'aider à faire les fichiers, mais qu'il le fait très bien, ben, dans ce temps-là, tu le prenais. Fait qu'au début, on n'avait pas tellement de clients. J'ai commencé avec la conférence, j'ai commencé à écrire des blogs,
Puis je pense que ce qui nous a aidé à faire découvrir, qui a attiré aussi les clients potentiels, c'est qu'on a vraiment, réellement et concrètement essayé d'aider les gens. Donc, les blogs, quand j'allais en conférence, ça n'a jamais été pour essayer de pitcher ShareGate, là, comme on peut croire ou dire. C'était vraiment, je vais regarder c'est quoi les problématiques que les gens ont, je vais essayer de les aider avec l'expertise qu'on a, et ça va créer de la confiance. Les gens vont voir que c'est ShareGate parce que je l'écris sur le blog de ShareGate. Parce que quand je vais en conférence, j'ai le t-shirt de ShareGate, j'ai pas besoin d'essayer de pitcher les gens. Ils sont intelligents, ils peuvent voir ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'essayer de pitcher ton produit en plein milieu d'essayer de les aider, tu sais. Après, moi, je les invitais après à notre booth en conférence. Puis, je peux te parler de notre produit si t'es intéressé, mais sinon, si je suis dans une session, si je suis en blog, je vais réellement juste parler du sujet puis essayer d'aider. Puis ce que ça crée, c'est que tranquillement, on a commencé à avoir des visiteurs. Les visiteurs regardaient le produit. Fait qu'on a été ce qu'on appelle aujourd'hui product-led. Donc, c'est vraiment le travail de marketing, le travail de contenu qui attire les gens qui sont sur Internet, qui ont des problématiques ou ce qu'on appelle des jobs to be done, en recherche. Ils ont des jobs à faire. Ils vont sur Internet, ils tapent des phrases dans Google, puis ils vont tomber sur des solutions. Et la job, c'est d'essayer que ta solution écrite, neutre, soit celle qui les attire vers ton site. Et ensuite, c'est la job du site de le convertir en un trial ou un sign-up. Donc, quand vous êtes en 2012, là, vous avez votre version 1. Parce que ce que je veux voir avec toi, c'est est-ce qu'il y a eu comme des sauts de version majeure depuis le temps? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu dirais que vous êtes rendu pour un produit qui travaille avec, comme tu disais, avec Microsoft 365, mais ShareGate, il y a eu combien de versions majeures, tu pourrais dire, dans les 10 dernières années? Ouf! Je pense qu'on est rendu à... Je pense qu'on est rendu dans les 18, mais on a reset à un moment donné, on a fait plein de choses avec le produit, on l'a refactor. Donc c'est bien plus que ça. Puis maintenant on l'a aussi, c'est plus l'outil que c'était seulement, c'est maintenant une plateforme pour les TI. Donc ils se connectent sur le web, ils ont accès à une console de gouvernance si vous voulez pour Office 365. Ils peuvent télécharger l'outil qui est pour de la migration, mais c'est beaucoup plus large aujourd'hui. Donc le produit a grossi en fonctionnalité, donc on va raconter ça. Exact. Mais est-ce que dès le début, vous avez commencé une approche en disant, OK, on achète des mots-clés avec Google pour que quand les gens font des recherches, on leur montre notre produit, ou vous étiez pas là du tout dans les années 2000? Non, dès le début, on a commencé à regarder ce genre de choses-là. On avait la chance que en marketing, ils étaient très, très, très motivés, intéressés par ce qui se passait. Puis dans ce temps-là, justement, les AdWords coûtaient vraiment moins cher pour la migration SharePoint qu'aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus facile d'entrer. Puis, en fait, veux pas, au début, on parle il y a 11 ans. Aujourd'hui, si j'ai à recommencer, probablement que je serais peut-être pas en blog. Peut-être que si je recommencerais aujourd'hui, je serais sur une chaîne YouTube ou peut-être en Instagram. Tu sais, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait ça avec Excel très, 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 très bien en ce moment. Donc, c'est juste de voir comment est-ce que les gens consomment le contenu qui va réellement les aider. Donc, dans le temps, on écrivait des blogs. Il n'y avait même pas besoin de faire des gros push de AdWords ou quoi que ce soit. C'est que les gens se demandaient tellement comment faire des choses avec SharePoint, comment créer un système de gestion de tâches. Il n'y a pas vraiment besoin d'acheter les mots-clés. Par le contenu que vous faisiez, ça amenait des gens qui visitaient votre site, votre blog, et le blog faisait connaître le produit. Et c'est comme ça que ça attirait ça veut générer des ventes. Ce que je dis souvent là quand j'essaie d'expliquer comment on le faisait, c'est que chacun a essentiellement sa job. C'est d'abord quand tu essaies d'attirer les gens vers toi, il faut que tu essaies de les aider avec leurs problèmes. Donc le blog doit vraiment essayer d'aider concrètement avec ce que les gens recherchent sur l'internet. C'est pas le moment d'essayer en même temps de pitcher ton produit. Tu peux, il y a des belles façons de le faire, ça peut être, mais en ce moment, les gens ne sont pas en train de considérer un produit. En ce moment, ils sont en train d'essayer de régler un problème. Ils sont curieux, ils cherchent quelque chose. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment juste les aider. C'est ensuite la job des gens qui s'occupent du site web
d'essayer de convertir l'attention de la personne qui est sur le blog ou en train de lire le contenu à essayer de la convertir au moins à avoir son email. Donc, hey, inscris-toi à newsletter, on a déjà vu ça, ou download le e-book sur comment bien migrer avec 20 experts du marché. Et qu'ensuite, là, tu as l'adresse courriel de quelqu'un qui est intéressé par un sujet. Et donc là, ensuite, tu essentiellement, en anglais, on dit nurture, donc essentiellement, tu cultives, façon de parler, là, le sujet. Puis, éventuellement, tu peux commencer à faire des recommandations de comme, hey, by the way, nous, on a le produit pour ce problème-là. Puis bien sûr, après, il y a plein de chemins. En cultivant la relation, des fois, ça peut être pendant 2 ans, 3 ans que le gars, il est pas, ou la fille, n'est pas dans une position de devenir un acheteur, mais à un moment donné, il arrive que dans sa vie, il y a une job à faire, par exemple, une migration SharePoint. Et là, il dit, ben oui, je connais déjà une compagnie dans laquelle j'ai confiance parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai une relation où on me guide autour de SharePoint. As-tu une piscine? Moi, non. Moi non plus. Mais si t'as un problème avec une piscine, t'irais où? Ben, je chercherais qui... souvent, moi, si j'ai pas de piscine, mais par exemple, mettons, si je veux me racheter une voiture, on va regarder là, les chaînes YouTube, qu'est-ce que les experts en disent, donc qui sont les gens qui mais c'est essentiellement ça que ce que je voulais dire, c'est que même moi non plus, by the way, j'en ai pas, mais on a une idée d'une compagnie, un brand, qu'on a peut-être entendu, peut-être c'est Club Piscine, peut-être c'est un autre, mais généralement c'est parce qu'ils ont développé une expertise qu'on a remarqué, pas juste qu'ils ont vendu plein de piscines. Généralement, c'est que tu as eu un chum, t'as entendu quelqu'un qui a dit « Je suis allé, j'avais un problème avec l'eau, le chlore, je sais pas trop quoi, je suis allé là-bas, puis ils m'ont vraiment aidé. » Ou on est allé sur YouTube, comme tu dis, on cherchait une problématique et ils ont vraiment aidé. Donc, c'est vraiment de capturer le sujet que la compagnie traite, mais pas venir directement avec hey, moi, je vends ça, tu le veux-tu? Parce que là, ça va être beaucoup plus difficile. Ouais, c'est bien parce que t'attires les clients potentiels pas avec le produit au départ, mais avec ton expertise. Exact. Je pense que c'est vraiment personnellement, c'est la méthode que je préconise, c'est sûr, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que je préfère parce qu'il y a aussi un sentiment on est là pour aider. On fait un produit, oui, on est des entreprises, mais on est là pour vraiment trouver une façon plus simple pour aider dans la problématique. Et c'est pas juste le produit, ça devrait être la compagnie au complet. Donc, c'est vraiment le sujet, devenir les experts en la matière, de pouvoir en parler, de pouvoir aller en conférence, les aider. Puis oui, il y a le produit, c'est sûr mais c'est pas tout le monde qui a tout le temps besoin du produit tout de suite. Mais ils vont venir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou peut-être qu'ils vont juste le recommander à quelqu'un qui en parle plus tard parce qu'ils auront développé cette confiance avec vous en tant que expert en matière du sujet X que votre compagnie traite. Mais là, avec un produit qui se vend 300-400$, il faut quand même que vous ayez une base de clients assez élevée, c'est-à-dire que, tu disais, on célébrait nos premières ventes là, dans les années 2012, mais je m'imagine les années 2013, 2014, 2015, toutes ces années-là où est-ce que vous êtes fait votre marketing autour du contenu. Donc là, vous avez à un moment donné frappé 1000 clients ou parce que c'était pas un abonnement, là. C'est-tu un abonnement ou c'était une vente? Oui, on le vend en abonnement. Donc, c'est dès le départ, on l'a fait en subscription ou souscription de 12 mois. Donc, pas renouvelable automatiquement, là, mais dès le départ, on a vraiment adopté le modèle versus nos compétiteurs. C'est ce qui nous a démarqué. Les compétiteurs vendaient ça par gigabyte. Les clients trouvaient ça compliqué. Nous, c'était un prix simple. Tout est inclus. Le support est inclus. Renouvelable annuellement, aussi simple que ça. Si t'as pas fini, tu continueras. Mais généralement, les clients, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils adorent le produit et ils ont trouvé d'autres scénarios pour le produit. Donc, même si ils l'ont acheté peut-être pour faire une migration, après, ils continuent à utiliser notre outil pour déplacer les choses dans leur environnement sans que ça soit une migration. Ils prenaient, mettons, le département de vente puis le département de marketing, puis peut-être ils fusionnaient les 2 sites ensemble. Ben, grâce à notre outil, ils pouvaient le faire parce que tu connectes une source, tu connectes une destination, ça n'a pas besoin d'être 2 environnements complètement différents. Donc ça a vraiment joué
Puis ça, c'est super intéressant parce que, en fait, des clients ont trouvé des façons d'utiliser le produit que vous aviez peut-être pas pensé au Oui, pas du départ. tout. Nous, on faisait de la migration, puis là, on a réalisé que, qu'est-ce qui fait que les gens qui ont fini une migration gardent l'outil et le renouvellent? Là, tu regardes, puis, oui, on a quelques rapports, mais ça a vraiment été qu'ils pouvaient déplacer, restructurer leur environnement pour un prix. Tu sais, t'as déjà le budget, c'est en dessous de X dollars. T'as même pas besoin d'une. Ça passe sur la carte de crédit. Puis cette information-là, est-ce que c'est via la télémétrie ou en discutant avec les clients que télémétrie, que vous moi, avez gros fan de télémétrie, de comprendre en fait tes utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils utilisent ton outil, parce que en entrevue, puis quand on va en conférence, ils te disent des choses qui parfois, c'est exactement ce qui se passe, mais parfois, c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, grand fan de télémétrie, de comment est-ce que le produit est utilisé, mais cela veut pas dire qu'il faut plus parler aux clients, bien évidemment. Donc, c'est un combo des deux dans cette situation-là. Mais pour nous, la grande découverte a été en télémétrie. Et est-ce que par exemple, le premier jalon, de dire on a une centaine de clients. Est-ce que c'est venu assez vite? Ça s'est fait en mois ou ça a pris des années à arriver à 100 clients? Mais une fois que le produit avait été réinitialisé, on était dans une lancée. On savait ce qu'on construisait. Rendu là, l'outil, il fallait rajouter les fonctionnalités que les clients demandaient. Donc, on était vraiment en lancée. Le prix était abordable. Le contenu commençait à lever. On allait à presque toutes les conférences qui pouvaient exister dans notre marché. Et donc, avec une phrase que j'oublierai jamais que Simon, justement, nous avait dit au départ, c'est que pour chaque dollar investi dans le produit, il faudrait dépenser 10 dollars en marketing. Donc, en faire connaître le produit. Parce que l'expression build it and they'll come, c'est pas vrai en produit. Faut aller chercher les gens, puis après, il faut que le produit soit excellent, bien évidemment. Mais il faut aussi aller chercher les gens, surtout au début quand on ne te connaît pas. Donc, les jalons au début, c'était tranquille jusqu'à temps qu'on a soudainement, on célébrait au début, c'était quelques ventes, moins de 5 par mois, c'est très rapidement allé au-dessus de 10, 20, puis soudainement, ça a monté très rapidement. Puis l'idée aussi de l'offrir au départ un prix qui est abordable. Écoute, le gestionnaire ou le manager n'a même pas besoin de passer par le système de provisionnement. Il peut mettre ça sur sa carte de crédit. Puis, absolument. C'est vraiment bien comprendre on a été chanceux, là, on va le dire, là, mais au début, on se disait, regarde, pour rentrer dans le marché, on va mettre un prix abordable. On n'avait pas réalisé tout ce qu'on était en train de faire. Je dois l'admettre. On réalisait pas que justement on venait faire une compétition à tout le monde qui chargeait par utilisation, puis que pour les TI, dans un projet de migration, c'est très dur de planifier combien de gigs tu vas migrer. Tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, combien ça va te coûter. Ouais. Fait que de venir puis de dire, hey, nous, c'est illimité. Puis c'est 500 $. Je sais plus combien c'était rendu à un moment donné, là, 595 $. C'est illimité. Puis le support, il est pas extra avec nous, il est inclus. Puis il est vraiment fort, il est bon le support. On va te répondre, on va t'aider, on va ouvrir Fiddler, on va regarder ça avec toi, puis on va t'aider parce qu'on avait l'expertise. Fait que là, soudainement, avec le prix qui est en dessous du threshold, si on veut, de passer à travers les systèmes financiers de la compagnie ou des budgets. Qui serait quoi, 1000 $ habituellement ouais, je pense c'était dans le temps 1000 $. Aujourd'hui, je pense que ça peut être même plus parfois, là. Et là, donc, vous avez une croissance, oui, que je vais appeler organique, c'est-à-dire c'est une croissance parce que les gens cherchent des mots, ils font des recherches, ils vous découvrent, ils trouvent votre produit, ils considèrent que ok, ça pourrait être une solution. Mais moi, je me souviens, puis Guy, tu vas sûrement t'en souvenir, je crois que c'est autour de 2016, 2017, à un moment donné, en tout cas, j'apprends que la compagnie Gsoft se retire complètement de tout le domaine de la consultation. Est-ce que je suis dans les bonnes années? Parce que essentiellement, c'est que là, vous avez eu une croissance et à un moment donné, il y a un choix difficile. C'est-à-dire, si je continue à vouloir servir deux mains, c'est-à-dire mes clients
pour qui je fais de la consultation et mes clients qui sont mon produit, j'y arriverai pas. Tu sais, c'est un peu comme une analogie qui dit, ben, le jour où tu découvres la bonne fille que tu penses qui est cesse de courir après d'autres filles. C'est elle qui est la bonne et il y a des chances peut-être que tu vas faire un succès de ta vie amoureuse. Donc là, mon analogie est peut-être pas très bonne, mais... Je sais pas pour l'analogie, mais en fait, pour Gsoft, je dirais qu'il faut pas oublier aussi, à ce moment-là, Gsoft n'avait pas juste ShareGate comme produit. ShareGate, oui, c'était donc, vu que c'était le plus vieux produit, c'était celui qui avait le plus de revenus de fait à ce moment-là, mais il y avait aussi Office Vibe qui avait été lancé, un autre produit que Gsoft avait lancé qui était dans le monde plus ressources humaines, HR Tech, qu'on appelle, donc pour les managers avec leurs équipes. Et donc, à ce moment-là, on a 2 produits qui fonctionnent et un service de consultation. Puis le service de consultation, c'est quand même difficile, puis c'est complètement un autre type de business. Donc, le choix qui avait été fait, c'est un peu, ça revient un petit peu à ce que je disais au début. Choisis une chose, puis deviens le meilleur dans ce une chose. Très difficile de devenir le meilleur ou garder vraiment un super bon service au niveau service conseil et faire du très très bon produit. Même aujourd'hui, je dirais pas qu'on est encore rendu, on a tout le temps de croûte à manger puis devenir meilleur en produit, c'est excessivement difficile. Donc, ouais, dans ce temps-là, le choix par les fondateurs était vraiment, on va all-in dans faire du software. On veut être une compagnie au Québec qui crée des produits qui sont utilisés partout dans le monde. Puis là, dans ces années-là, 2016, ShareGate, c'est encore un produit qui permet de transférer les fichiers, ou vous aviez déjà commencé l'évolution, mutation de ShareGate, parce que là, ce que j'aimerais qu'on explique un peu, ça ressemble à quoi maintenant ShareGate? C'est plus juste un petit produit desktop. Donc, comment oui, on va vers... On avait déjà commencé à peu près justement en 2015. On avait commencé à étendre, on voulait diversifier les revenus de ShareGate, parce que en fait, on avait tout le temps peur que la migration, elle arrête un jour. Puis il y avait même pas Microsoft 365 dans le temps. On se disait, un jour, il y aura plus de migration. On voulait pas que tout vienne de migration. Je vous confirme. Un jour, Microsoft va peut-être rendre ça facile. Exact. Mais c'est pas venu finalement. Mais pour vous. mais plus sérieusement, même aujourd'hui, on voudrait pas que tout soit attaché à une problématique comme la migration. Donc, on avait commencé dès 2015-2016 justement à commencer à aller vers la gouvernance, le reporting, les rapports, la sécurité. Donc, au début, on pensait qu'on allait le faire dans un produit desktop aussi. Donc, on l'avait mis un petit peu dans l'autre outil qu'on avait déjà. Puis rapidement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pourquoi est-ce qu'on continue à faire évoluer on voit ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'amener ça sur le web à la place. Et c'est là où on a vraiment commencé à faire un nouvel outil qui serait sur le web. Et plus on a avancé, plus on a créé en fait une sorte une plateforme en fait où un TI peut se connecter, puis il va avoir ShareGate, puis ShareGate devrait être l'outil pour l'aider à être en succès si on veut avec SharePoint, avec Teams, avec la plateforme Microsoft 365, que ce soit pour la migration, pour redéplacer ou restructurer ses environnements, rouler des rapports de sécurité, qui a accès à quoi de façon externe, etc., etc. Donc, on a continué à construire de cette façon-là. Puis je peux pas vraiment donner les chiffres de revenus de ShareGate spécifiquement, mais c'est une grande partie de Gsoft. Puis les chiffres de Gsoft avaient été mis publics récemment. Donc, on a atteint 100 millions en revenus annuels avec les produits. Donc, c'est devenu quand même une grosse machine. Là. Gsoft, vous êtes combien d'employés maintenant? 350 à peu près. 350. Pas juste sur un produit, parce que là, vous avez maintenant trois grands produits. Il y a toujours ShareGate, qui est votre vaisseau admiral, si je pourrais prendre cette expression-là. Mais Office Vibe qui a bien évolué et un nouveau produit là, qui a été lancé il y a quoi dans les 2 dernières années, quoi?
Oui, l'année dernière, en fait, ou dans les 12 derniers mois, si on veut, ce qui est Soft Start, qui s'occupe de tout ce qui est onboarding ou je perds, il est tard le soir, je perds mon français. Qui vise encore le domaine du HR, c'est-à-dire... Exact. En fait, ce qu'on veut, même avec ShareGate, je dirais, c'est vraiment d'aider tout ce qui est expérience employée. Je sais que c'est un mot qu'aujourd'hui, il a peut-être été beaucoup mentionné, mais pour nous, c'est vraiment l'expérience employée, elle se passe à travers plein de choses, mais elle se passe aussi avec la productivité. La grande majorité du temps qu'on passe au travail, elle est avec les outils de travail, donc avec SharePoint ou avec Teams ou avec peu importe ce que vous utilisez. Et ce qu'on veut faire avec ShareGate, c'est que oui, on aide les TI et on continue à aider les TI avec la migration, avec le management, avec la sécurité, mais on a aussi développé de notre côté une application pour les end-users qui est connectée en fait au TI. Et donc maintenant, notre reach, il est en quelques millions de end-users avec ces expériences-là. Et ça nous permet aussi de créer des expériences qui sont un petit peu plus proches et connectées des autres produits. Donc, si Soft Start, c'est notre outil qui aide avec tout ce qui est onboarding de nouveaux employés, mais un des aspects qu'on oublie souvent, c'est tout l'aspect rajouter cette personne-là dans les bons groupes, dans les bons teams, dans les bons meetings, tout l'aspect un petit peu plus productivité. Fait que l'idée, c'est qu'avec le temps, on peut se rapprocher de plus en plus des autres outils qui sont aussi dans le domaine aujourd'hui HR, mais que pour nous est tout un ensemble d'expériences vraiment pour l'expérience employée. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Benjamin, parce que ça me ramène à... On a fait une émission le mois dernier autour de ChatGPT. Ça nous a amené à parler de... Ah oui? Vous avez parlé de ça. D'intelligence artificielle. Mais une des analogies que je disais, vous savez, dans les années 50, avoir un nouvel employé, ça voulait dire qu'on lui fournissait un bureau. Ça, tu sais, dans une entreprise, si tu n'avais pas ton bureau, ben t'existais pas. Rapidement, on te rajoute un téléphone. Et à partir des années 80, puis c'était la vision de Bill Gates avec Microsoft, c'est que tu vas avoir un ordinateur sur ton bureau. Mais là, dans les 20 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. C'est plus juste un ordinateur, c'est, entre autres en entreprise, c'est tout ce qui est autour de Teams, donc tout ce qui est autour de SharePoint, parce que l'évolution de SharePoint, c'est devenu Teams. Et si t'es pas bien configuré dans ton Teams, c'est des jours, des semaines que tu peux perdre à pas être capable de travailler. Donc ça, vous êtes en train de bien satisfaire ce besoin-là, mais je vois, moi, dans le futur, ça va venir probablement beaucoup plus vite qu'on pense, c'est qu'on va fournir une espèce d'assistant intelligent pour t'aider dans ton travail, qui va probablement être basé justement sur une forme en tout cas d'apprentissage, des solutions qui utilisent l'apprentissage profond, donc probablement basé sur des technologies d'OpenAI ou en tout cas ces choses-là. Et probablement que vos produits vont aussi aider à configurer ce type de produit-là, qui ne sera pas des produits que vous allez faire, mais que vous pourriez configurer dans le futur. Ben absolument. Puis on regarde déjà, on reste à l'affût de ce qui se passe justement avec tout ces changements-là avec Microsoft, avec l'AI. D'ailleurs, on a un autre produit qui sort bientôt qui va aider là-dessus. Donc, non, vraiment motivant tout ce qui se passe dans le marché. C'est intéressant, l'évolution, c'est-à-dire que vous êtes parti d'un outil de migration pour SharePoint. SharePoint, et c'est qui est au centre de SharePoint? C'est l'utilisateur. Oui. Puis vous, maintenant, vous construisez des produits qui sont centrés ou qui vont aider d'une façon ou d'une autre, soit l'entreprise ou l'utilisateur dans ses tâches de tous les jours. Donc, l'utilisateur est finalement tout le temps au centre des produits. Par utilisateur, on entend bien un employé, parce que SharePoint, c'était pas un produit que le monde installait chez eux pour utiliser pour... on est loin là, d'un produit grand public, c'est un produit entreprise et dès le début, vous aviez ciblé, un employé dans une organisation. Oui, l'employé, oui. C'est ça un peu l'avantage de ShareGate dans le temps, c'est que c'était quelque chose que tu installais sur ton laptop et non dans la salle de serveur. Et donc, on a pu justement, dès le début, parler à monsieur, madame, tout le monde qui avait besoin de déplacer des fichiers ou faire une migration, mais qui n'était pas nécessairement le grand TI qui avait accès à tout derrière. Donc, l'évolution est effectivement à y repenser aujourd'hui. Tout un chemin de la migration vers de la gestion, de la gouvernance,
des nouveaux produits dans le monde plus HR et aujourd'hui un focus de plus en plus fort sur l'employé au centre jusqu'à avoir une application de ShareGate end-user qui connecte le tout, en fait. Fait que, ouais. Puis en diversifiant aussi, c'est que vous êtes moins à la merci d'un produit ou d'un Microsoft qui pourrait sortir exactement la même chose. On me se pose souvent la question, qu'est-ce que tu feras si Microsoft sort ça? Puis au début, j'avais beaucoup plus peur. En fait, on a même lancé un outil il y a quelques années dans le monde de Azure qui s'appelait Overcast, qui aidait à réduire les coûts. Ouais. Et je dirais, c'est sûr qu'il faut toujours regarder qu'est-ce que Microsoft fait puis être à l'affût de la direction qu'ils prennent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est si tu connais réellement ou vraiment, vraiment bien ton sujet et que tu focuses sur, encore une fois, une chose à devenir très bon là-dedans, généralement, Microsoft reste quand même à un certain niveau, ne rentre pas toujours en profondeur dans certains sujets. Ils sont plus dans l'optique de on va s'assurer de supporter le scénario pour répondre aux besoins de nos clients, mais pour pousser ça plus loin, il y a toujours des opportunités. Donc oui, faut toujours rester au courant de ce que Microsoft fait, mais s'il y en a qui écoutent en ce moment, qui se disent « je me lance en produit, mais j'ai peur d'aller contre Microsoft », choisissez une chose, devenez les meilleurs sur celui-là, sur ce sujet-là, puis même si Microsoft s'en va dans cette direction-là, à un moment donné, il y a toujours des risques, mais vous allez pouvoir dépasser. Mm-hmm. Mais là, moi, je veux comprendre quelque chose que je comprends pas dans ce que tu nous as expliqué. C'est-à-dire que je comprends qu'au début, c'est un produit qui sert à faire la migration. Arrive les années 2016, 2017, donc une évolution pour en faire un produit serveur, parce que essentiellement, on veut faire du reporting, on veut aider à la gouvernance et tout. Mais là, ce qui m'a titillé, puis c'est ça que je comprends pas, c'est que tu nous parles que maintenant, il y a comme un produit end-user de ShareGate. C'est ça que je veux comprendre. C'est quoi la fonctionnalité que vous donnez à chaque end-user avec... parce que ce que je comprends, c'est une solution SaaS que tu vas utiliser à partir de ton... Fait qu'on a une solution... Exactement ça. Donc, on a une solution SaaS pour les TI. Ils se connectent, ils ont leur fonctionnalité, ce qu'ils désirent faire. Et ensuite, on a utilisé Teams, tout simplement, pour déployer une application dans Teams qui est connectée au SaaS ShareGate. Cette application, elle est pour les end-users directement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de pallier les besoins des TI et les besoins des end-users dans cette application-là. Parce que les TI, maintenant, ils sont... sûrement que certains qui écoutent en ce moment, peut-être, ils se voient là-dedans, mais ce qu'on entend et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, des fichiers qui se créent, des demandes. On est tous passés en mode hybride ou digital only. Il faut essayer de supporter toute une panoplie de scénarios. Et donc, c'est très difficile de bien contrôler ou de bien guider l'utilisation des outils de productivité. Alors que Microsoft, de leur côté, ils disent, tu peux créer des Teams, tu peux créer des OneDrive, tu peux créer ce que tu veux partout, puis l'utiliser, clique sur Share, ça s'en va dans les boutons externes, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de aider les TI à décentraliser ou démocratiser certaines choses pour les donner directement ce qu'on appelle les owners de Teams ou les owners de sites. Donc, on leur donne la possibilité de faire des choses qui, dans le temps, ils demandaient ou ils ouvraient un ticket au TI. Donc, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un Teams qui dit je voudrais valider que tout le monde qui a accès à des bons accès, surtout externes, des rapports on demand, par exemple. On a un système de provisioning, donc de création de Teams selon un template. Le TI, il fait des templates, mais en plus, dans le template, il va venir mettre des règles. Donc, ce template-là vient avec ci, vient avec ça, mais ne laisse pas faire ci, ne laisse pas faire ça. Et ensuite, les utilisateurs, à partir de l'end-user app, ils sont capables de passer à travers le processus de création. Donc, c'est un produit comme à deux volets, c'est-à-dire qu'il y a une partie où est-ce qu'on configure et le end-user, dans l'équation que tu nous donnes, il est plus comme en mode auto-service. En anglais, on dit self-serve. Oui, self-serve, oui. Tout ce qui est, puis t'as raison, c'est la tendance moderne, c'est-à-dire qu'on veut réduire les coûts
tu sais, ça peut coûter cher en ressources, maintenir un Teams dans une grande entreprise, si tu as des milliers d'employés, les gens veulent Absolument. rejoindre un nouveau Teams, quittent un Team parce que leur job change, et là, comment tu fais juste changer leur droit d'accès? Ben là, vous, avec votre approche, les gens font juste la demande, dire, hey, j'aimerais rentrer dans ce Teams-là, le propriétaire reçoit la requête, il approuve, et bingo, vous, en arrière de la couverte, le système fait les configurations. Exact. C'est vraiment la direction qu'on a pris, puis ça va plus loin que ça. Là, on a mis un système d'archives, donc tu peux juste archiver ton Teams ou on a plusieurs fonctionnalités de ce côté-là, mais également, parce qu'on peut pas juste créer une application qui aide à décentraliser des jobs de TI, il faut aussi vraiment aider le end user. Donc la personne, avant qu'elle arrive dans l'app Teams end user, ben il faut qu'elle ait une raison, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Donc, on a également fait un annuaire, en fait, de Teams, puis on continue à construire sur l'annuaire, parce que ce qu'on a vu, c'est que les gens, souvent, il y avait une frustration avec Teams d'essayer de retrouver leurs Teams, c'est tout flat à gauche, donc ils voulaient en garder des favoris, mais par département, rajouter des tags, ou pouvoir voir aussi leur site SharePoint dans la même place, c'est pas aller à 2 places différentes, des trucs comme ça. Puis on envisage justement développer encore plus dans cette application end-user-là pour des besoins plus end-user, peu importe c'est quoi, pour pouvoir aller vraiment dans cette option de comment dire, self-serve pour les TI ou self-serve donc c'est comme une job à cette application-là, je la sépare souvent en deux. C'est une application pour les end-users là où il faut vraiment qu'on aide les end-users avec des problématiques. Dans ce cas-là, votre produit, tu sais, initialement, c'était 500 $, puis ça te permet de faire des migrations, mais là, on est rendu dans un produit que, à terme, vous voulez que tous les employés utilisent. Donc, comment vous faites aussi l'évolution du pricing? Pour l'instant, on est... Et plus SaaS. Sur le pricing, c'est toujours quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut réévaluer. En ce moment, on est resté avec le même modèle. C'est un prix, ça inclut tout. Et on aide les gens de ce côté-là. Puis ce qu'on mise, c'est surtout le renouvellement. Donc, mais là, c'est un prix. Si tu as 50 000 employés versus l'organisation qui a 100 employés, est-ce que le prix est différent? Non. Eh bien, là, je suis surpris. On vend ça 5 000 $ et la valeur qu'on a créée est incluse. Migration, tout est inclus. Mais c'est plus quand même 500 $, c'est 5 000 et parce que ça inclut beaucoup de choses maintenant. Mais l'outil fait beaucoup plus. Tout est inclus, là. C'est plus de la migration seulement. C'est l'outil de migration qui fait de la migration de Teams, de Dropbox, de Google. Vous gardez quand même la clé modèle de pricing simple. C'est-à-dire, il n'y a pas, tu peux avoir, c'est tout, puis après ça, il y a un prix, puis un prix abordable. Pour un gestionnaire, c'est super facile à budgéter. C'est ça le prix. Il n'y a pas de surprise. Puis si tu rajoutes je sais pas moi, la compagnie embauche 100, 150 employés, le prix va rester pareil. Ça enlève un casse-tête incroyable là, pour les gestionnaires là, dans la planification. Le pricing est tout aussi important que la valeur que vous amenez dans votre produit. Fait partie de l'offre complète, en fait. Donc là, on vient de voir un peu le cheminement de l'évolution du produit. Moi, j'aimerais juste, parce que là, je vois, le temps passe, puis on essaie toujours de circonscrire notre émission à peu près 1 heure, mais moi, j'aimerais juste finaliser peut-être avec ton parcours. Donc, au début, tu étais plus champion de produit au niveau de la face publique qui est dans les conférences, mais donc là, ton rôle a changé. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans que tu as pris plus un rôle au niveau de la gestion du produit ou... je vais commencer du début, parce que même moi, je le sais plus. Il faudrait que j'ouvre mon LinkedIn. Pour moi, honnêtement, je travaille chez ShareGate, puis j'essaie de rendre ce produit-là un succès. Après, les rôles que j'ai eus, je sais qu'au début, techniquement, j'étais dans l'équipe marketing, donc justement écrire du contenu, aller en conférence, des webinars, peu importe, des vidéos, tout ça. Éventuellement, j'ai navigué de marketing. Je suis passé à ce qu'on appelle du customer success, donc succès client. Ouais. Donc, l'idée était vraiment dépendamment de la télémétrie ou de l'usage du produit, de venir les aider avec certaines catégories. Donc, on a vu que essayer d'utiliser telle fonctionnalité, on peut-tu aider, on peut-tu donner des vidéos, du training, etc. Et de là, je réalisais que j'ai vraiment envie de faire construire le produit encore plus. J'ai toujours été autour de l'équipe produit parce que j'avais l'expertise du marché, l'expertise du domaine. Je parlais aux clients tout le temps, en étant ou en conférence
ou dans les équipes clients ou marketing qu'on avait. Et donc ensuite, j'ai basculé vers l'équipe produit. Et au début, j'étais avec un gestionnaire de produits qui m'aidait en fait à apprivoiser un petit peu le rôle. Donc au début, j'étais vraiment juste rentré en tant que aller dans une équipe comme toute autre personne dans l'équipe produit. Et une des premières choses, j'arrive pas à croire que j'ai fait, mais une des premières choses que j'ai faites pour ce produit-là, c'était comme un nouveau produit qu'on essayait. On l'avait appelé SureGate Online dans le passé. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est recommander de shut down ce produit, en fait, de l'éteindre après beaucoup d'investissement, on va dire. Ouais. Et ça fait, en fait, l'effet opposé, c'est que oui, on l'a éteint, mais ce qui avait été apprécié, c'est d'avoir regardé ce qui se passait avec l'utilisation, avec le coût du produit, et d'avoir fait cette recommandation. Ben parfois, tu sais, en produit, il faut en faire 10 avant d'en avoir un qui fonctionne. Donc, le fait de l'avoir arrêté, je pense que ça avait aidé à passer à un petit peu autre chose, si on veut. On m'avait donné plus de responsabilités, justement, dans la stratégie du produit, puis éventuellement... C'est ça, c'est important de comprendre que c'est loin d'être une ligne droite. L'évolution des produits, c'est un parcours sinueux où est-ce qu'il y a beaucoup d'essais, erreurs. Et de doute. Le mot doute est très présent. Et donc, quand je t'ai demandé, il y a quand même eu des versions majeures, quand tu m'as dit qu'il y en a eu 18, c'est parce qu'il y a eu quand même beaucoup, pour arriver à faire le bon produit de la partie serveur, il a fallu beaucoup d'essais, erreurs. Après là, ce que vous êtes en train de faire, de rendre le produit, le démocratiser pour vraiment que chaque utilisateur ait leur ShareGate dans Teams. Ça aussi, probablement qu'il y a un cheminement avec beaucoup d'essais erreurs. Et c'est ce qui fait que le parcours peut sembler très sinueux, mais c'est ça la vie. Oui, c'est ultra complexe. Comme je disais, le mot doute est tout le temps présent, parce que tu te doutes aussi tout le temps. Tu vois qu'il y a un marché, tu vois que ton produit il devrait être bon, que tout le monde devrait l'utiliser, mais c'est-tu vrai? Je suis plus sûr. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Fait que c'est de continuer sa persévérance, puis mais pas il faut quand même regarder où est-ce qu'on s'en va puis se poser des questions. Parfois, il faut peut-être aussi arrêter. Ça a déjà été le cas plusieurs fois pour nous chez GSoft, là. Donc, faut pas penser que on en a fait un, ensuite deux, ensuite trois, puis tout a tout le temps tout fonctionné. Il y a aussi eu des erreurs, puis on en parle parce que c'est important. Puis SureGate Online, SureGate Overcast, il y a eu plusieurs produits qu'on a essayés puis que ça a juste pas fonctionné. C'est ça. Puis les gens, par exemple, des fois, on va rappeler des noms de produits. Tu sais, par exemple, les gens ont pensé à Microsoft Access, qui a été une base de données. Puis on leur dit non. Version 1, c'était un produit pour faire pour les modems. Je sais pas si tu te souviens, Guy. C'était un logiciel pour être capable de se connecter avec son téléphone à l'époque. Dans les années 80, on faisait ça. On se connectait avec son 80-90. Et ça s'appelait Microsoft Access et ce produit-là est mort. Quelques années plus tard, il y a un autre produit qui est rené qui est avec le même nom qui s'appelait Microsoft Access, qui était pour les BD. Et puis aujourd'hui, on peut quasiment dire oui, ce produit-là aussi est mort. Mais tu vois, faut pas penser que même les grosses organisations ont beaucoup de produits qui n'ont pas eu le succès escompté du premier coup, là. Regarde Google là qui lance rapidement des produits puis qui les tue aussi rapidement. Je prends l'exemple de Microsoft là, cette semaine là, qui vient de faire un shutdown complet de l'équipe HoloLens. Mm-hmm. Il devait avoir du monde puis des investissements, des milliards en arrière de tout ça, mais à un moment donné, ça marche pas. C'est assez surprenant, hein, cette annonce-là. Oh, ça, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet. J'en reviendrai dans le prochain épisode. Écoute, Benjamin, j'espère que ça va avoir aidé nos auditeurs à comprendre que la vie est un long parcours sinueux. Tu sais, les Beatles disaient « The long and winding road », c'est ça. La vie est pas une ligne droite. Mais c'est ce qui en fait la beauté. Donc, souvent, on va souvent même dire, c'est pas la destination qui est importante, c'est le parcours. Puis ça, c'est vrai surtout quand on fait un produit. Donc, l'idée, c'est de montrer
que ça a été la réalité aussi pour ShareGate. Puis j'imagine qu'à peu près tous les grands produits sur la planète, c'est un peu le même parcours qu'ils vivent. Et j'espère, en tout cas, on a sûrement de nos auditeurs qui sont dans ce parcours-là, soit comme programmeurs ou comme tu disais, soit dans l'équipe de support, Customer Success, ou dans l'équipe qui fait la mise en marché. Donc, on a différents types d'auditeurs du podcast. Donc, quel que soit votre rôle, on va vous souhaiter beaucoup de plaisir dans ce que vous faites. Puis, nous, on va vous revoir. Vous allez nous réécouter, parce que le podcast est juste positif. Vous allez pouvoir nous réécouter dans un mois pour le prochain sujet, début du mois de mars. Donc, d'ici là, bonne programmation. Au revoir. Au revoir.